Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. N'avez-vous jamais rêvé de descendre un long fleuve africain? Ou peut-être de voyager en pirogue? Ou de traverser une forêt vierge? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans Histoire inspirante avec Pierre, qui nous partage son histoire inspirante en Afrique, mais ailleurs aussi. Bonjour Pierre, Bonjour Philippe. heureux de te retrouver dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors Pierre, je t'ai connu, c'était au tout début de mon ministère. Tu étais pasteur dans la Fédération France Sud. On a été pasteur en pastoral ensemble. Et puis, ton ministère a évolué et on va y revenir dans quelques instants. Mais on va faire débuter cette histoire inspirante au tout début, à ta naissance, peut-être même avant ta naissance. Je crois que tu es né, enfin, je suis sûr, tu es né dans une famille adventiste un peu particulière. Oui. Ben, je ne sais pas si j'ai le temps de dire un peu ce qu'il y avait avant ma naissance. Oh oui, vas-y, tu as le temps. C'est important pour nos éditeurs de comprendre d'où Ouais. tu viens. Aujourd'hui, tu habites dans le Gard. Oui. Mais je pense que c'est le département où tu as vécu le moins longtemps, quoi, le Gard, presque. Ben, j'ai quand même été avant pasteur 8 ans à Nîmes. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que pour la retraite, là, maintenant, je suis dans le Gard. Oui. Pas à Nîmes, mais ailleurs. Oui. Euh, Effectivement, c'est peut-être important de préciser que euh, mon père vient d'une famille adventiste qui est vraiment très particulière parce que ma grand-mère, ils étaient une famille de 8 enfants. Son père était un athée anarchiste et totalement anti-religieux. Par contre, sa mère, c'était, comme on dit, une grenouille de bénitier qui se levait à 5 heures du matin pour aller à la messe avant que le jour se lève, avant que son mari se réveille, parce que sinon son mari lui aurait interdit. Et elle a grandi mélangée entre ces deux, mais quand même du côté de sa maman, catholique. Elle est la seule des 8 enfants qui est morte de vieillesse dans la paix. Ses 7 frères et sœurs sont tous morts de façon violente, soit assassinés, soit fusillés pendant la guerre, soit accidents violents. Mais c'était la seule qui avait une foi. Les autres étaient soit complètement anti, soit hyper catho. D'ailleurs, il y en a une qui était bonne sœur, et elle avait un caractère tellement exécrable que même les bonnes sœurs l'ont renvoyée. Elle ne pouvait plus rester bonne sœur, tellement elle était plus stricte que stricte, etc. Bon. Et finalement, ma grand-mère est la seule qui a été jusqu'à la fin de sa vie. Mais moi, ce que j'en retire, c'est que c'était la seule qui avait une foi tranquille, équilibrée, et on voit la bénédiction de Dieu. Tu l'as connue, ta grand-mère? Oui, Ouais. je l'ai connue, oui. Et c'est comme ça que tu l'as perçue tout de suite quand tu étais chez elle, tu l'as rencontrée, cette femme pleine de paix? Quand j'étais enfant, peut-être pas tout à fait, parce que moi, je voyais une vieille dame, et comme on ne vivait pas avec elle, parce qu'on vivait en Afrique, on ne rentrait que tous les 3 ans en congé en France. Il fallait attendre 3 ans. Donc, on ne la voyait pas très longtemps. Mais après, par la suite, oui, quand on réfléchit après, avec le recul, on le voit bien. Son mari, qui était le fils d'un directeur d'usine textile, il avait reçu une éducation pour qu'il devienne le successeur de son père. Éducation très stricte avec les meilleures écoles et tout ça. Et bon, lui, il n'était pas fait pour ça. À un moment donné, il a tout abandonné. Il est parti aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale. Et il a travaillé là-bas. Et finalement, la Première Guerre mondiale s'est déclenchée.
Et comme à l'époque l'Alsace était allemande, donc il était allemand, donc un ennemi. Il a tout perdu, le travail et tout. Donc pour pouvoir survivre, mon grand-père, il s'est inscrit dans la Légion étrangère américaine. Et là, ils l'ont envoyé comme surveillant au canal de Panama, qui venait d'ouvrir. Voilà. Et là, il a rencontré un autre Allemand qui était surveillant là aussi, là, au canal de Panama, sauf qu'il ne savait pas que c'était un espion envoyé par les Allemands. Donc, un jour, cet espion s'est fait découvrir et mon grand-père, qui était influençable, l'autre lui a foutu la panique en disant « Oh là là, on veut m'arrêter, et comme tu es avec moi, ils vont t'arrêter aussi. » Et du coup, lui, il a pris peur alors qu'il n'avait rien fait et il s'est enfui avec lui. Ils ont traversé toute l'Amérique centrale, mais finalement, ils se sont fait rattraper. On les a rattrapés à la frontière du Mexique. Il s'est retrouvé en prison en Amérique et c'est là qu'il a rencontré un aumônier adventiste en prison. D'accord. Et c'est comme ça qu'il est devenu adventiste. Et ma grand-mère, qui était très catholique, elle a une fois rencontré un pasteur qui s'appelait Monnier. Et elle n'avait pas compris aumônier. Monnier, elle avait compris aumônier. Donc, elle pensait que c'était un catholique. Du coup, elle a accepté d'étudier la Bible avec lui. Et elle est devenue adventiste aussi. Et c'est comme ça que les deux se sont rencontrés à l'église de Colmar, parce que par la suite, une fois que la guerre s'est finie, parce qu'il avait été condamné à prison à vie. Mais quand la guerre s'est finie, finalement, il a été libéré et il est rentré en Alsace. Et là, à l'église de Colmar, ils se sont rencontrés et puis voilà. Donc, ça a fait un couple. Un couple qui a eu combien d'enfants? Tes grands-parents ont eu combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Et les 4? Et les 2 garçons sont devenus pasteurs et les 2 filles sont devenues femmes de pasteurs. Alors, dans cette émission, on a rencontré il y a quelque temps une personne qui s'appelait Hilda. Oui. Tu peux nous dire ton lien de connexion avec Hilda? C'est ma tante, c'est la femme du grand frère à mon père. Ouais. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu cette interview avec Hilda, d'aller la voir. D'ailleurs, Hilda, dans quelques jours, elle fêtera ses 100 ans. On avait enregistré cette émission avec elle il y a 1 an à peu près. Et donc, elle va fêter ses 100 ans dans quelques jours. Mais on revient à toi, à tes parents. Oui. Tes parents, tu l'as dit, ton père est pasteur, ton oncle est pasteur, tes tantes ont été mariées à des pasteurs. Quelque part, ils ont cet héritage, c'est pour ça que tu es remonté aussi loin, de ton grand-père, de voyager à travers le monde déjà. Comment, petit à petit, finalement, vient cette idée d'être pasteur, et à cette époque-là, particulièrement pasteur missionnaire? Alors, mon père, lui, il a eu envie de devenir... Il a senti cet appel missionnaire depuis qu'il était ado, parce que justement, son papa... À l'époque, ça existait ce qu'on appelait la collecte d'automne. Donc, les membres d'église recevaient des petits prospectus, ils allaient en porte-à-porte ramasser de l'argent pour les missions. Et à l'époque, ça marchait. Bon, aujourd'hui, c'est même plus la peine. C'est un autre temps. Et alors, mon papa partait avec lui. Il était encore petit, donc il s'asseyait sur le guidon du vélo. Et son papa pédalait le vélo, là, et il y avait une petite chaise sur le guidon, et ils allaient comme ça en porte-à-porte. Et ce qui faisait que mon grand-père était motivé pour ça, c'était que justement l'aumônier avec qui il avait découvert la foi en prison aux États-Unis, il avait été envoyé comme missionnaire en Inde. Donc, donc il récoltait de l'argent pour les missions, etc. Et donc, mon père a grandi là-dedans, ce qui fait que, il était... et donc, il avait demandé à faire son service militaire. À l'époque, c'était dans les colonies françaises. Donc, il a été envoyé au Sénégal. Et dès qu'il est sorti du service militaire au Sénégal, il est resté sur place et il a commencé à
à faire de l'évangélisation, là au Sénégal, au Mali, en Guinée, enfin dans toute la région, là. Et il avait un petit peu commencé des études à Collonges, mais il n'avait pas eu le temps de finir parce que justement, il devait partir au service militaire. Mais comme finalement, il avait commencé directement, sur le chemin du retour, il s'est arrêté pour visiter une amie en Afrique du Nord. Et du coup, on lui a proposé directement, allez, fais ton stage pastoral. Et puis, c'est comme ça qu'il a commencé à être pasteur en Afrique du Nord, en Algérie, puis au Maroc. Et c'est là que je suis né au Maroc. Oui, donc finalement, on peut véritablement dire que tu es tombé dedans, comme Obélix, dans la marmite depuis tout petit, prêt à voyager, avec des parents qui sont prêts à répondre à l'appel, qui sont envoyés en mission, pas aux quatre coins du monde, mais en tout cas aux quatre coins de l'Afrique, pratiquement. Oui, enfin peut-être pas les quatre coins de l'Afrique, mais en tout cas, effectivement, depuis le Maroc, on l'envoie à fin 59, on l'envoie en République centrafricaine où il devait être le premier missionnaire adventiste là-bas qui, il arrive et il faut tout démarrer de zéro. Donc moi, j'arrive là-bas, j'ai 3 ans et demi et j'y reste jusqu'à l'âge de 15 ans. Et je vois comment petit à petit, les choses se mettent en place là-bas. Bon, maintenant, pour moi, enfant, il faut reconnaître que pour mon père, c'était très passionnant, très intéressant. Mais pour moi, enfant, c'était moins intéressant parce que il n'y avait pas encore d'église, c'était les tout premiers débuts. Et puis, on était avec des Africains. Donc, je veux dire, il n'y avait pas la même dynamique que celle qu'on trouve dans des églises ici, où il y a toute une jeunesse, etc. J'avais pas ça là-bas. Donc, j'avoue que je n'étais pas super emballé. Hein. Ouais. Et bon, par là... Oui. Ouais, comment tu l'as vécu, justement alors, il y a le problème des relations avec... tu es le fils de missionnaire, mais il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas une relation avec plein d'enfants que tu vois régulièrement. Mais comment tu l'as vécu aussi spirituellement jusqu'à 15 ans? Tu as quand même déjà une vision de l'Église, de ce que c'est qu'être pasteur, de la foi, ou c'est quelque chose qui t'est au contraire étranger, tout ça? Non, moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Je dois avouer que peut-être depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, à vrai dire... La religion, ça ne m'intéressait pas trop. Tu subissais un peu le ministère de ton père? Je ne sais pas si je subissais, je ne pense pas que je le sentais comme ça, c'est juste que ça ne m'intéressait pas trop. Bon, je suivais plus ou moins, mais bon, voilà. Et après, on annonce à mon père qu'on l'envoie au Congo-Brazzaville, l'ex-Congo français, où là, de nouveau, il devait recommencer à être le premier missionnaire adventiste dans ce Congo-là, à la différence de l'autre Congo ex-belge où il y avait déjà des adventistes. Donc là aussi, il fallait tout recommencer de zéro. Mais entre les deux, on lui a offert une année de remise un peu à niveau à Collonges, au séminaire adventiste de Collonges. Et donc, parce que comme tu le disais, il n'avait pas vraiment fini sa théologie. Il avait été formé un peu sur le tas, alors même s'il connaissait bien évidemment sa Bible, mais il avait besoin un peu de revoir certaines bases finalement, c'est ça? Alors, je ne pense pas qu'on l'ait envoyé pour ces raisons-là, mais quelque part, je pense qu'on lui a payé ça. C'était un peu en reconnaissance parce qu'on retrouvait qu'il avait vraiment fait de bonnes choses là-bas et c'était un petit peu pour le soutenir, l'encourager. Enfin bon, voilà. Bon. Et je sais qu'il a beaucoup apprécié, il a suivi des cours, tout ça, et il a beaucoup aimé. Pour moi, ça n'a pas été la même chose parce que contrairement à beaucoup d'Européens qui vivent comme ça en Afrique, ils vivent un peu en vase clos, entre blancs, là. Moi, je ne vivais qu'avec les Africains. Et quand j'arrive à Collonges, je me retrouve en France. Et moi, je n'avais pas les codes de la France. Donc là, tu as 15 ans. J'ai 15 ans. Tu es en fin de collège? En classe de 3e. Ouais. Et j'étais le petit Africain qui débarquait là. Mais comme j'étais quand même un Blanc, les autres attendaient de moi que je sois comme les autres Français, sauf que je n'étais pas comme les autres. Et donc là, j'ai subi beaucoup quand même de moqueries, de rejets, etc. Et du coup, c'est vrai que ça m'a quand même marqué. Et quand on est
quand au bout d'1 an, on est parti à Brazzaville au Congo, moi qui avais passé toute mon enfance uniquement avec des Africains, je me suis dit, finalement, faut que je me tourne du côté des Blancs. Donc, à Brazzaville, j'ai passé mon adolescence avec les autres Blancs là-bas, et pas avec les Africains. Avec le recul, comment tu expliques ce changement de cap entre dire maintenant je dois être avec des Blancs et plus avec les Africains? C'est que je ne l'ai pas pensé consciemment en me disant maintenant je dois aller avec les Blancs. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Comme j'avais eu des problèmes, je me suis dit, je sais pas, je ne l'ai pas pensé, mais je l'ai ressenti que peut-être il faut que je m'adapte un peu mieux avec les Blancs. Donc je suis allé fréquenter les Blancs là-bas et j'avais toute une bande de copains. Mais quelque part, même si c'était moins fort, c'était pas ton univers. C'était pas mon univers, c'était pas ça, parce que les Européens qui étaient là-bas, c'était des fils d'ambassadeurs, des fils de hauts fonctionnaires envoyés par la coopération française. C'était des colons. Oui, ça, mais surtout des gens qui avaient des moyens autrement plus importants que ce que nous on avait. Et quelque part, j'avais pas tout à fait les codes non plus. Et donc, même si j'étais accepté, il y avait quand même souvent des sous-entendus, des réflexions, des petites moqueries, des choses comme ça. Mais bon. Au final, tu te sentais beaucoup mieux avec les Africains qu'avec ces Blancs expatriés. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu en as voulu un peu à ton père, à l'Église ou même à Dieu, de cette période à Collonges qui n'a pas été pour toi très épanouissante, si je peux le dire comme ça? Non, je sais pas. Non, je peux pas dire que j'en voulais. Bon, Dieu, ça m'intéressait pas. Toujours pas. J'avais rien contre lui. Moi, je croyais qu'il existait, mais bon, il est là-haut. Moi, je suis en bas, je fais ma vie. Mais j'avais rien contre lui. Pas de haine, pas de frustration. J'avais une petite frustration contre Collonges, oui. Mais voilà, j'en voulais pas à mes parents, parce que je savais qu'eux, ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Voilà. Et je remercie mes parents parce qu'ils n'ont pas cherché à me forcer. Quand j'étais ado, à un moment donné, j'ai même choisi de ne plus aller à l'église. Je suis même allé le sabbat à l'école. Ils ne m'ont pas bloqué, ils ne m'ont pas interdit. Ils m'ont laissé libre, tout en me faisant comprendre qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils m'ont laissé libre quand même. Et ça, c'était très bien de leur part, parce que du coup, ça n'a pas posé de problème pour revenir après par la suite. En tout cas, pas de problème par rapport à mes parents. Oui. Alors, on revient sur cette période du Congo, dans le contexte dans lequel tu arrives. Là, tu as donc 15 ans, 16 ans maintenant. Tu rentres petit à petit dans l'âge adulte. Tu suis toujours de la même manière ton père dans cette œuvre missionnaire, ou tu es toujours dans le même état d'esprit d'être là, de subir un peu la situation sans en vouloir, comme tu disais, à qui que ce soit finalement? Bon, je subissais pas la situation. Comme j'ai dit, je faisais ma vie. C'est ça. Voilà. Et mes parents, ils n'ont pas cherché à me cadrer trop fort. Voilà, bon. Donc, je faisais ma vie. Bon, après, j'arrive au bac. Et bon, j'ai passé mon bac à Brazzaville, au Congo. Et bon... Dans une école française? Alors, j'ai toujours, toute ma scolarité, que ce soit école primaire, collège, lycée, j'ai toujours été dans les établissements locaux du pays. Okay. Uniquement pour la terminale. Là, j'ai fait ma terminale au lycée français. Mais il faut dire aussi, c'est qu'avant, de toute façon, c'était même pas possible, parce qu'il y a eu un lycée français qui est arrivé à Brazzaville et il ajoutait les classes au fur et à mesure, et la terminale est arrivée au moment où moi j'y étais. Avant, il n'y avait pas la terminale. Mais cela dit, j'ai fait toute ma scolarité sauf la terminale. Donc, j'ai passé le bac français, mais c'était
Académie de Nice, centre de Brazzaville. D'accord. Et quand j'ai envoyé, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, à force de chercher, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire kiné. Et j'ai envoyé mon inscription dans toutes les écoles qu'il y avait en France. C'était une quarantaine. Et aucune ne m'a pris. Alors peut-être qu'effectivement, bac passé à Brazzaville, ça n'a pas donné confiance, je ne sais pas. Donc je me suis retrouvé en France, à Paris. Je dois avouer que la grisaille parisienne, ça m'a tapé le sursystème. Oui. Et quand on arrive d'Afrique, où c'est l'été toute l'année, bon... Et alors, j'ai essayé de faire des petits boulots, vendre des assurances en porte-à-porte, faire garçon de café. Enfin, j'ai fait plein de petits boulots. Là, tu es venu tout seul, hein? Quand tu étais sur Paris, tu étais tout seul. Oui, j'étais tout seul, oui. Et, mais bon, ces petits boulots, je ne gagnais pas grand-chose. Et c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais retourner en Afrique. J'en ai marre de la France. Et c'est là qu'avec mon frère, on a eu l'idée, on va organiser une expédition, on va traverser l'Afrique par les fleuves. Donc, tout le continent africain. Ouais, donc, ça m'a pris 3 ans pour pouvoir préparer cela, parce qu'il fallait trouver des sponsors et ce n'était pas évident. J'avais pas l'habitude, j'avais jamais fait ça avant. Mais finalement, j'ai fini par trouver assez de sponsors. J'ai fini même par obtenir le soutien officiel et financier du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. D'accord. Donc, ces 2 ministères-là. Ouais. Ce qui m'a ouvert les portes pour pouvoir aller dans toutes les ambassades des pays traversés, pour pouvoir demander des sauf-conduits, parce que je connaissais un peu la situation sur place. Et ça nous a énormément servi, même si ça n'a pas évité des fois de se retrouver arrêté, même emprisonné, mais ça a toujours permis de trouver des solutions. Mais voilà. Il faut dire peut-être que dans cette quête-là, tu me racontais qu'il n'y a aucune démarche spirituelle du tout. Non, là, à ce moment-là, non. C'est vraiment la reconnexion à l'Afrique, le besoin ou l'envie de voyager, de voir du pays. Bon, tu es jeune encore, hein, et puis comme tu disais, tu tournes en rond un peu à Paris, à faire des petits métiers. Vraiment, la démarche, c'est je pars à l'aventure, quoi. Oui, c'était ça. Ouais. Alors, j'avais passé des annonces, j'ai recruté une équipe. On est parti, on était une équipe donc de 6 personnes avec 3 bateaux. C'était des genres de Zodiac, des bateaux pneumatiques. Mais bon, avec des moteurs hors bord, il fallait de l'essence et tout ça. Donc, c'était quand même une grosse organisation pour organiser les dépôts d'essence à certains endroits, etc., au long du parcours, parce que souvent, les fleuves, ils passent là où il n'y a pas de route. Hein. Mais bon, voilà. On a pu faire cette expédition-là. Il y avait donc un caméraman, il y avait un photographe, un preneur de son, parce qu'on avait plusieurs films commandés par Antenne 2 à l'époque. Maintenant, c'est France 2. Hein. Donc, voilà. On avait aussi une émission sur Radio France Internationale. On avait une demi-heure tous les jeudis à 13h. Pendant une demi-heure, on racontait un peu nos aventures. Là. En revenant, après, j'ai appris que ça passait aussi sur France Inter. Ouais. Ça, je ne savais pas, parce que nous, on était avec RFI, Radio France Internationale. Ouais. Mais bon. Et c'est à mi-chemin de cette expédition que tout d'un coup, un jour, j'entends une voix dans ma tête. Quand l'expédition sera finie, tu vas aller étudier théologie. Qu'est-ce que je vais étudier théologie? Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je chasse la pensée. Le lendemain, ça revient. Et tous les jours, ça revient. Tous les jours, je chasse la pensée. Et tous les jours, quand l'expédition est finie, tu vas aller faire théologie. Et je ne comprenais pas comment je pouvais penser ça, parce que c'était vraiment pas ce que j'avais en tête. Non seulement tu étais loin physiquement de la théologie, mais dans ta vie, tu n'étais pas un bandit, mais ce n'était pas du tout une de tes préoccupations. Ce n'était pas ma préoccupation. Alors comme j'ai dit, je n'avais rien contre Dieu, mais
voilà, ça ne m'attirait pas. Et il n'y a pas eu une rencontre avec quelqu'un ou un épisode particulier qui tout d'un coup, pour toi, a été le déclencheur? C'était vraiment juste Non, cette voix dans la tête? c'est cette voix dans la tête. Ouais. Et cette voix qui ne venait pas de moi. Hein. Il n'y a pas deux Pierre, il y en a toujours qu'un. Et cette voix-là, elle insistait. Et quand on arrive, on avait démarré à Dakar au Sénégal et on a terminé à Mombasa au Kenya. Ça nous a pris quasiment 1 an. Et quand c'est fini, je reviens en France. Et moi qui avais galéré 3 ans pour trouver des sponsors et tout ça, mais maintenant que l'expédition était arrivée jusqu'au bout et que ça avait réussi, là, c'était les gens eux-mêmes qui venaient me voir. Waouh, on voit que tu gères bien les choses, on voit que voilà, si tu veux, si tu veux faire d'autres expéditions, on te finance, on est derrière toi, vas-y. Alors, tu parles de la théologie. Et j'ai commencé à préparer une expédition pour aller faire la même chose en Chine. Donc, cette expédition, c'était l'année de mes 24 ans. Et là, je passais à 25 ans. J'ai commencé à préparer cette expédition en Chine. Et là, on était en début 1982. Et à l'époque, en 82, la Chine, on n'y allait pas comme aujourd'hui. La Chine, à l'époque, c'était pareil que la Corée du Nord aujourd'hui. C'était très fermé. Et pour pouvoir aller faire quelque chose là-bas, il y avait un garde-chiourme qui nous accompagnait partout. Mais voilà. Mais cela dit, il y avait une ouverture quand même pour pouvoir aller aussi traverser la Chine par les fleuves. Depuis l'Himalaya, en haut, là, et puis descendre tout le Yangtze-Kiang jusqu'à Shanghai. Enfin bon. Mais la voix, elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait. Va faire théologie. Et ça finissait par m'énerver. Et à un moment donné, je me rappelle que j'ai pensé, de toute façon, pour aller là-bas, il y a un écolage à payer. Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, là, je fais des trucs parce qu'il y a des sponsors, mais je n'ai pas de sponsor pour Collonges. Donc, si j'étais marié et qu'il y avait une femme qui travaille pendant que j'étudie, ce serait possible. Mais comme je connais personne avec qui je peux me marier, eh ben voilà, l'affaire est réglée. Donc, dans ma tête, ça y est, c'est définitivement réglé. Collonges, niet. 8 jours plus tard, pendant ce temps, la voix continuait tous les jours de nouveau. Mais 8 jours plus tard, il y a mes 2 sœurs qui arrivent à la maison. J'étais chez mes parents, là, dans la région lyonnaise. Elles arrivent à la maison avec une copine. Et au moment où je vois la copine, il y a une voix dans la tête qui me dit « c'est elle ». Et sur le coup, je me suis senti coincé. Je pensais que 8 jours avant, j'avais justement pensé, puisque j'ai personne, Collonges, c'est même pas la peine d'y penser. J'ai pas l'argent pour ça. Et 8 jours après, c'est elle. Waouh! Bon, on a bien compris que c'est elle, ce n'est pas juste c'est elle qui a travaillé. D'ailleurs, on va le voir après. C'est pas elle qui va travailler, mais c'est elle qui va devenir ta femme. Oui, effectivement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on s'est mariés. Alors, sur le coup, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Il s'est passé 2 mois sans qu'il se passe rien. Finalement, 2 mois plus tard, à un moment donné, parce que cette copine, ma sœur à l'époque était infirmière au Romarin. À côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Et à la maison de retraite. Et ma copine, qui était une Allemande, sa copine, qui était une Allemande, était venue pour améliorer son français et elle travaillait comme aide-soignante au Romarin aussi. Donc une fois, je suis venu voir ma sœur et sans penser à la copine. Et finalement, je me suis retrouvé face à cette amie-là aussi de ma sœur. Et puis là, il y a quelque chose dans ma tête qui m'a dit, mais peut-être quand même, parce que j'avais jamais eu une conversation avec elle, peut-être quand même parle-lui un petit peu, quoi. Alors je lui dis, est-ce que tu serais d'accord qu'on discute un peu, qu'on se connaisse un peu mieux? Et elle me dit,
c'est bien que tu me dises ça, parce que demain matin, je rentre définitivement en Allemagne. Et moi, je ne savais pas ça. Et il y avait quelque chose qui m'avait poussé à lui demander. Et elle me dit, puisque tu me demandes ça, là, il faut que je parte demain, mais dans 15 jours, je reviens. Et on pourra faire connaissance. Et en fait, elle était contente parce qu'elle n'avait pas envie de quitter la France. Mais son rôle au Romarin était terminé, et tout ça. Donc, en fait, elle était contente d'avoir une occasion de revenir en France parce qu'elle était amoureuse de la France. Alors, pendant qu'elle est partie, j'ai fait une expérience de prière. C'était la première fois depuis que j'étais enfant que là, j'ai fait une prière. Mais il faut voir la prière que j'ai faite. Ça a été ça. Un soir, avant de dormir, j'ai dit, écoute Dieu, je n'ai pas envie de te parler, mais vu que tu n'as pas l'air de vouloir me lâcher, si tu veux vraiment que j'aille faire théologie, tu fais que je le sente parce que franchement, je ne le sens pas. Voilà, ça a été ça ma prière. Et le lendemain matin, je me réveille et la voix revient, va faire théologie. Et là, je me surprends à me dire, ouais, tiens, ce serait pas mal. Et tout d'un coup, je me dis, mais attends, depuis plus d'1 an, ça m'énerve, et maintenant, je dis, c'est pas mal. Et je me suis rappelé la prière que j'avais faite la veille au soir. J'ai dit, bon, je vais y aller. Mais cela dit, alors c'est là que j'ai dit, bon, je vais y aller, mais à vrai dire, c'était quand même un peu à contre-cœur, parce que j'étais en train de préparer cette expédition en Chine. Il fallait que j'annonce aux gens, bon, ça y est, j'arrête et tout ça. C'était une démarche difficile quand même. Hein. Alors, bon. Tu étais en train de trouver ta voie. 15 jours plus tard, dans le monde de l'expédition, et finalement, Dieu était en train de te rattraper. Oui. Et voilà, moi, j'étais tout content. Je me disais, ça y est, j'ai une carrière d'aventurier qui s'ouvre devant moi. Et Dieu me dit, non, tu vas ailleurs. Bon, alors, quand cette amie de ma sœur, cette Allemande, elle revient, première discussion, je lui dis, tiens, puisque si c'est vraiment celle que Dieu il veut pour moi, direct, je lui dis, au fait, je vais aller étudier théologie à Collonges. Elle me dit, ouais, c'est très bien. Bon, c'était le 13 juillet au soir, 13 juillet 82. Donc, 2 mois après, à peine, c'était la rentrée à Collonges. Oui. Et alors, à l'époque, on n'avait pas le droit de se marier en cours d'année scolaire. Hein. Ouais. C'était interdit à l'époque. Eh bien, je lui dis, bon, moi, j'ai prévu de partir là, de Montpellier, et de marcher jusqu'à Lyon. Elle me dit, je t'accompagne. Donc, là, en toute vitesse, en 2 jours, là, le 14, le 15 juillet, on prépare les choses pour le voyage parce que ce n'était pas prévu qu'elle vienne avec moi. Et on démarre le 16 juillet et on arrive dans un gîte d'étape. Et là, le 16 juillet au soir, alors qu'en fait, on n'avait pas encore eu vraiment une discussion. Je lui dis, tu veux m'épouser ? Elle me dit oui. Ça a été direct comme ça. Et bon, on a marché effectivement pendant 2 semaines. On a traversé toutes les Cévennes, toujours un peu en hauteur, à peu près vers 1000 mètres d'altitude, comme ça, les Cévennes, l'Ardèche. Les monts du Lyonnais. Voilà, bon. Et finalement, on est le 31 juillet à Lyon. On va directement voir la mairie. On fait les papiers pour le mariage et tout ça. Et le 20 août, on était mariés. Le 20 août, on était mariés. Et le 26 août, j'étais à Collonges. Comment tes parents ont vécu ça ? Ah, pardon.
Comment tes parents ont vécu ce mariage express? J'ose même pas dire express, c'est fulgurant. Eux, ils se sont réjouis. Déjà, à l'époque, mon père, il faisait du rap, même qu'il était à la retraite. Il continuait à être Ah non, pardon, là, je me trompe un peu de date. On était encore en 82. Lui, il était missionnaire en Afrique du Nord. Parce que, oui, là, en ce moment, on l'avait envoyé en Algérie et au Maroc et tout ça. Il était sur toute l'Afrique du Nord. Donc, en fait, au moment où j'ai rencontré ma femme, ils étaient en Afrique du Nord. Tu n'as même pas eu le temps de la présenter. Donc, ils sont arrivés pour les congés là, au mois d'août. Et on leur a annoncé directement voilà, la date de mariage et tout. Et puis, bon, voilà. Donc, comme ma femme est allemande, donc on a fait le mariage civil en France. Mais le mariage à l'église, on a été en Allemagne le faire. Et après, de l'Allemagne, on est descendu sur Collonges. Et j'ai démarré à Collonges. Alors, je vais m'arrêter là un instant. Dans quel état d'esprit spirituel tu es à ce moment-là? Parce que, on est passé quand même de « je veux être missionnaire », j'ai pas vraiment de relation intime, en tout cas si je me trompe pas, avec Dieu. J'ai jamais pensé « je veux être missionnaire ». Non, pardon, excuse-moi, explorateur. On passe de explorateur avec une relation pas vraiment intime avec Dieu, et puis tout d'un coup à t'inscrire en théologie et se destiner à être, en tout cas, minimum pasteur. Franchement, à l'époque, je ne pensais pas être pasteur. J'étais en théologie parce qu'il y a cette voix qui me disait « va faire juste théologie ». Pour faire taire la voix. Et quelque part, c'était un peu pour faire taire la voix. J'avais pas... Disons que, en plus... Comme j'avais une frustration par rapport à Collonges, quelque part, ça me restait un peu en travers de la gorge d'aller à Collonges. Oui, bien sûr. Et donc, j'avais pas vraiment de démarche spirituelle, mais je me disais, théologie, ça pourrait être bien parce que... moi, ce qui m'avait quand même choqué, c'était que je voyais beaucoup de missionnaires européens ou américains en Afrique, et je voyais que leur manière de faire n'était pas du tout adaptée à l'Afrique et que ça posait beaucoup de problèmes. Donc moi, je me serais plutôt vu comme un professeur de mission pour apprendre aux gens à être des missionnaires corrects et à respecter la culture africaine. Moi, je me voyais plutôt comme ça. Mais pas pasteur. Bon, et puis j'étais pas baptisé encore. Je suis retrouvé en théologie, j'étais pas baptisé. Ah oui. Et donc les premiers cours, franchement, je comprenais rien, parce que quand j'étais enfant, mes parents, ils m'avaient raconté les histoires de la Bible, comme on raconte à tous les enfants, les écoles du sabbat pour les enfants, etc. Les belles histoires de la Bible, hein. Mais j'avais jamais lu la Bible moi-même. Donc, au moment où j'arrive à Collonges, je suis au début où je commence à lire la Bible. Et pour moi, c'était une belle découverte parce que je me rendais compte que lire la Bible, ah ouais, tiens, il y a quand même des choses dedans. Hein. Mais j'avais une connaissance très limitée. Je commençais à découvrir la Bible et je me retrouve en théologie avec un langage... très théologique et tout ça, et je voyais que tout le monde dans la classe avait l'air de comprendre, et moi, je ne comprenais rien. Et j'étais là, alors je suis allé voir quelqu'un qui avait l'air sympa, il s'appelait Rémi Ballet. Et je lui ai dit, tu ne peux pas m'expliquer, parce qu'il était étudiant aussi à l'époque, sauf qu'il avait 1 ou 2 ans de plus que moi dans les études, là. J'ai dit, explique-moi. Alors, il m'a expliqué, petit à petit, j'ai compris. Bon, voilà, il m'a donné des études bibliques. Et donc, finalement, j'ai été baptisé à la fin de la première année scolaire. Et bon, petit à petit, vraiment, la foi est arrivée en moi et finalement, j'ai été vraiment convaincu et puis heureux que finalement, Dieu m'ait quand même orienté vers ça. Ouais. Quand tu regardes ce parcours à la fois express, mais à la fois long, parce que finalement, toute ton enfance, tu baignes dans le milieu de l'église, dans le milieu du témoignage, de la mission, même si c'est par procuration, par ton père, par tes parents, hein, qui sont plus qu'investis finalement. Quel regard tu portes
sur cette partie de ta vie jusqu'à Collonges, quelque part, en termes d'expérience spirituelle? En fait, mon expérience spirituelle, elle a commencé à Collonges. Avant, je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu des expériences spirituelles. Par contre, avec le recul, je vois comment Dieu a dirigé les choses, a conduit les choses, même à l'époque où moi, je ne pensais pas à Dieu. Même quand tu as été, par exemple, en prison, dans ces moments-là, il n'y a pas eu un moment donné où tu m'avais raconté cette histoire. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Tu m'avais raconté cette histoire où tu as été emprisonné. Même à ces moments-là, tu t'es pas dit, tiens, finalement, je vais tenter la carte Dieu pour en sortir peut-être de prison? Alors bon, je me suis retrouvé en garde à vue. Ouais. Mais en prison moi-même, non. Pendant l'expédition, c'est les coéquipiers... qui se sont retrouvés arrêtés au moment donné où j'étais en train de faire des démarches à l'ambassade et à l'ambassade de France. Et donc ça, c'est arrivé dans plusieurs pays. Hein. Mais là où ça a été le plus, c'était en Ouganda. Là, ils sont restés 48 heures emprisonnés et moi, j'étais dehors, je faisais les démarches pour les libérer. Donc, alors, je me suis retrouvé en garde à vue, mais dans d'autres occasions, mais je n'ai pas été moi-même vraiment en prison. Mais même quand tu étais en garde à vue, il n'y a pas ces moments-là où tu t'es dit, tiens, là, j'ai peut-être spirituellement quelque chose à vivre. Ça n'a pas été ton réflexe? Non. C'est vraiment après coup. C'est une fois à Collonges, quand j'ai commencé à lire la Bible, que là, il y a quelque chose qui a commencé à venir en moi, quelque chose, des choses qui ont commencé à se transformer en moi. Et c'est là qu'il y a vraiment eu une ouverture à la foi. Avant, comme j'ai dit, j'avais rien contre Dieu. Je croyais qu'il y a un Dieu là-haut. Ben voilà, lui, il est là-haut. Moi, je fais ma vie en bas. Et puis voilà, chacun de son côté. Mais c'était pas du tout fâché contre Dieu, mais c'était pas non plus intéressé. Mais par contre, une fois que j'ai commencé vraiment à me nourrir de la parole de Dieu, là, j'ai vraiment vu qu'il y avait des choses qui changeaient en moi, oui. Alors, on veut savoir, est-ce que cette petite voix, elle s'est arrêtée? Ah non. Non, enfin, la voix qui parle comme ça, oui. Ça m'est arrivé 5 fois de l'entendre. Ouais. Mais la dernière fois, c'était en mai 90, donc il y a un moment quand même. Mais en fait, je pense que c'est 5 fois où Dieu C'était les aiguillages. Voulait m'aiguiller. Ouais. Et bon, comme je ne l'ai pas entendu depuis 1990, c'est soit je suis complètement perdu, ou alors c'est que sur la bonne voie. Je suis sur une voie pas trop mauvaise et qu'il n'a pas besoin de me réorienter. Mais je l'ai entendu 5 fois. Je ne sais pas si j'ai le temps de donner des détails. On n'a plus beaucoup de temps, mais il y a eu un parcours très riche derrière. Dans le ministère pastoral, que ça soit dans le sud de la France, que ça soit à une expérience particulière auprès des musulmans, au niveau de l'Union franco-belge. Il y a eu aussi une expérience américaine. Oui, en Algérie, pasteur en Algérie. Puis après des études d'islamologie, j'étais envoyé dans une école missionnaire en Californie. Ouais. Ouais. Donc il y a eu un ministère qui... Voilà, avec des orientations. Écoute, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission, donc un peu frustré, mais en tout cas, merci d'avoir partagé ça. J'aimerais quand même dire une chose. Je pense qu'il y a une conclusion très importante à donner quand même. C'est que moi qui aimais l'aventure, j'ai découvert par la suite que l'aventure intérieure avec Dieu, elle peut être beaucoup plus grande et beaucoup plus forte encore que celle que je pouvais vivre à être sur les rapides, sur les fleuves en Afrique, etc., où il y a beaucoup d'adrénaline mais aussi de joie et d'expérience, d'excitation, d'expérience, de passion. J'ai vraiment vécu mon pastorat vraiment comme quelque chose de très passionné et j'ai franchement vécu différentes situations, différentes expériences, parfois très dures, très compliquées, mais en même temps follement passionnantes. Et je remercie Dieu parce que il m'a donné une vie encore plus intéressante que celle que j'aurais eue comme simple aventurier quelque part dans le monde.
Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir partagé tout ce chemin d'exploration. Tu sais qu'on ne peut pas terminer l'émission sans avoir un texte qui pour toi a été marquant. Alors je sais que tu nous l'as préparé et on t'écoute. Oui, alors c'est dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 8. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, pur, juste, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Pourquoi ce texte ? J'ai vraiment vécu ce passage-là parce que j'ai vraiment vu que quand on s'ancre vraiment en Jésus, on peut vraiment vivre cela dans le sens où il peut arriver n'importe quoi, on reste serein. Il n'y a pas besoin de paniquer, de s'inquiéter. On confie les choses à Dieu et Dieu, il met en nous une force intérieure plus forte que le problème qui nous agresse. Et c'est cette paix intérieure, quelles que soient les situations. Mais voilà, la chose à faire pour justement que Dieu puisse mettre en nous une force plus grande que les difficultés en face de nous, c'est déjà d'orienter nos pensées, de nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, etc. C'est avec quoi je me nourris. C'est sûr que si je passe ma vie à me nourrir de tout ce qu'on a sur les écrans et sur plein d'autres choses, là, j'ouvre des portes en moi qui ne vont pas aider. Voilà, donc j'essaye vraiment d'orienter mon esprit vers ce qui est à la gloire de Dieu et le reste, je laisse tomber. Merci beaucoup, Pierre. Alors, résultat, je ne suis pas fort en informatique parce que je suis très peu avec les écrans, mais bon, voilà. Mais j'ai cette paix en Christ. Mais je peux le témoigner aussi, cette Bible qui est la tienne devant nous, elle est bien usée sur les côtés, ça veut dire qu'elle est utilisée. Merci Pierre, et puis je te propose d'aller écrire sur notre mur des témoignages ici, dans ces locaux, dans ce studio, eh bien, ton parcours.